Je vais essayer d'être le plus concise possible et le plus court aussi possible, puisque au vu de l'heure avancée de la réunion. Donc effectivement, on va continuer sur la scolarisation, mais cette fois-ci à l'hôpital, qui est donc une scolarisation quand même très particulière, mais pour laquelle on s'attache à faire des liens au maximum avec le circuit ordinaire. Est-ce qu'il est possible d'avoir les quelques diapos, s'il vous plaît? Alors juste pour une petite présentation globale sur le centre scolaire de l'hôpital Necker, on a en charge aussi l'Institut Curie, donc on a une classe détachée sur l'Institut Curie. EducNat, le troisième. Donc en fait, on va prendre en charge ici sur l'hôpital Necker les enfants dans la logique de 3 ans jusqu'à 18 ans. Je dis dans la logique pourquoi? Puisqu'on n'a pas assez de personnel pour prendre les petites sections par exemple. Donc on va davantage axer la scolarisation à partir de la moyenne section. Et on va avoir une trentaine d'enseignants qui vont officier sur 14 services sur l'hôpital. Donc on va avoir des enseignants du premier degré qui vont prendre en charge les élèves de maternelle et de primaire. Et on va avoir des élèves du second degré qui vont prendre en charge tout ce qui est de l'ordre du collège et du lycée. Alors, la vraie mission qui va être du coup développée en dessous, ça va être vraiment de permettre à l'enfant de poursuivre une scolarisation au maximum, c'est-à-dire éviter les ruptures scolaires qui sont souvent très préjudiciables, éviter du coup les retards scolaires également, puisque effectivement, y compris pour les pathologies chroniques où ils viennent peut-être que 2 jours par mois, eh bien, ça va jouer à force sur la scolarité. Ils vont louper des évaluations très spécifiques, des cours très spécifiques. Donc, et on va aussi éviter jusqu'aux déscolarisations, puisqu'on va s'apercevoir que certains élèves qui nous arrivent, alors moi j'appelle élèves, je ne parle pas de patients, même si je travaille au sein de la PHP, on parle bien d'élèves, on s'aperçoit qu'ils vont parfois même être entièrement déscolarisés. Donc on va essayer de les réconcilier, parce que c'est ça aussi, comme vous l'avez dit, toutes les difficultés scolaires que les familles rencontrent amènent parfois une déscolarisation. Donc on va déjà essayer de réconcilier l'école avec les familles et essayer d'œuvrer pour faciliter sa scolarisation, notamment dans le retour à une scolarisation dans des établissements ordinaires, puisque leur vie ne va pas se faire à l'hôpital, mais va se faire dans les écoles de référence. Donc déjà pendant l'hospitalisation, donc les missions, ça va être d'abord des missions quand même d'enseignement. C'est vraiment la première mission. Ce sont des enseignants spécialisés qui sont toutes diplômés sur une spécialité, mais c'est d'abord des missions d'enseignement. Donc on va faire des pédagogies individualisées en fonction de chaque pathologie. C'est pour ça que les enseignants sont référents de service et ne naviguent pas dans tout l'hôpital puisqu'ils deviennent experts aussi de certaines maladies, de certaines pathologies. Donc on va être sur une pédagogie au maximum individualisée et adaptée à chaque pathologie. Ensuite, ils vont avoir aussi, comme tout enseignant, ils vont valider les compétences. Parfois, on l'oublie un petit peu, mais effectivement, on est censé remplir un livret d'évaluation, un livret de compétences qui va suivre l'enfant de la maternelle, même si on n'évalue pas vraiment maternelle, puisque c'est un cahier de suivi des apprentissages, mais jusqu'au lycée. Et ce livret va être fondamental pour son orientation. Donc, on va essayer d'œuvrer pour faire passer des évaluations, pour essayer de voir s'il y a des compétences qui ont été acquises, pour ensuite les transmettre aux établissements, pour qu'ils puissent les insérer. C'est-à-dire qu'ici, on ne fait pas du soutien. On peut en faire bien évidemment, mais on enseigne prioritairement. Et donc, on va essayer de combler la scolarité que l'enfant va louper dans son établissement de référence. Ensuite, bien évidemment, en tant qu'enseignant spécialisé, alors on n'est pas expert en tout, on a développé une certaine expertise, certes, mais on va essayer de participer aux équipes de suivi de scolarisation, notamment sur les situations complexes, les situations scolaires qui posent problème, sur l'acceptation par l'équipe, l'acceptation par les directeurs d'école quand ça pose problème, quand c'est un handicap qui est plus difficile à compenser dans une école. On va essayer de venir donner des billes sur les adaptations possibles, sur les remédiations possibles pour une scolarisation à temps plein au maximum en fonction de la pathologie et le plus adapté, le moins stigmatisant. Ensuite, on va également faire des passations de bilan scolaire. Alors des bilans scolaires, on ne va pas en faire automatiquement puisque des fois les enfants sont scolarisés sur un temps très très court. La moyenne, on est sur 3 jours et demi. Donc on ne va pas perdre du temps à faire des bilans forcément.
Par contre, les médecins peuvent nous en faire la demande quand ils se sont aperçus qu'il y avait une problématique. La MDPH aussi, on peut avoir, du moins pas la MDPH, mais du coup les enseignants référents pour agrémenter le fameux GEVASCO qui va permettre d'œuvrer sur des compensations au niveau scolaire. Et ça va permettre d'aider aussi à l'orientation. On va rencontrer davantage de bilans sur les 4e, 3e, où on va se poser la question de « oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait ?» Puisqu'on tient, mais de plus en plus, on arrive sur une autonomie compliquée de la part des établissements scolaires. Et du coup, on va essayer de répondre le maximum, le mieux, à une orientation adaptée aux enfants. Alors, c'est vrai qu'on s'y interroge pas avant, mais on a beaucoup de cas, notamment aussi sur tout ce qui est les pathologies au niveau dermatologique, qui ne se voient pas effectivement, mais qui est un frein sur certaines orientations professionnelles. Donc ça va être d'œuvrer au plus tôt, de dire, même si on fait toutes les adaptations nécessaires, il n'est pas possible d'aller, je sais pas, en cuisine, d'aller sur des métiers qui juste n'est pas faisable. Alors c'est vrai que c'est très dur, mais c'est aussi une réalité. Donc ça va être essayer de ne pas mentir et de ne pas se prendre le mur au dernier moment. En fait, c'est ça. C'est d'essayer d'expliquer au maximum tout ce qui est possible de faire, puisqu'il y a énormément de choses possibles, mais tout ce qui n'est pas possible de faire aussi. Et également, ce que l'on sait beaucoup moins, c'est qu'on est aussi, on prépare aux examens. Donc on a une priorité, on est obligé de prioriser, ce qui est très dommageable, par manque de moyens. Mais notamment pour les enseignants de collège-lycée, ils vont davantage voir les élèves qui sont en classe d'examen pour essayer de les préparer au mieux. Et on fait passer également les examens sur le centre scolaire Necker. C'est-à-dire qu'un élève, soit qui est hospitalisé au moment de son examen, ou alors qui n'a pas la possibilité de le passer dans son établissement puisqu'il faut qu'il soit allongé pendant toute la durée de l'épreuve, ce qui ne pose pas de problème le reste du temps puisqu'il a un emploi du temps aménagé, sauf que là on est dans des conditions nationales, on peut le faire passer sur le centre scolaire. Et ça c'est valable pour les 5 centres scolaires hospitaliers qui sont à Paris et aussi d'autres qui sont en région. Donc on est chef de centre, on est centre d'examen et on va faire passer autant les examens dits généraux que techniques et professionnels. Alors bien évidemment, la partie technique, c'est compliqué de la faire passer quand il y a de la manipulation, quand il doit réaliser un gâteau, etc. Mais tout ce qui passe par l'écrit, par l'oral, on le fait passer sur le centre scolaire. Sachant que là, on indique aux parents aussi que si votre enfant n'est pas en mesure de le capaciter sur les sessions nationales du mois de juin, on va dire ce qu'on appelle nous les premières sessions, on peut faire un report sur le mois de septembre. Et ça donne une latitude et ça rassure aussi qu'on n'est pas obligé d'être à fond sur une semaine entière. Ça demande Beaucoup sont très fatigables aussi, c'est très dur de tenir. On peut répartir. Donc ça, c'est bien. On est là pour ça et on fait toutes ces sessions d'examen. Donc ça, c'est pendant l'hospitalisation. Après l'hospitalisation, on a aussi notre rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on va essayer de proposer des adaptations et de remédiation. Je parle bien de propositions. C'est des conseils. On n'est pas infaillible, on n'a pas non plus la connaissance complète des pathologies. On ne connaît pas non plus les environnements des écoles, mais on va essayer d'œuvrer en ce sens pour favoriser au maximum cette scolarisation. Comme vous parliez, les autres enseignants qui sont en classe ne sont pas spécialisés, ne sont pas confrontés en permanence à ce type de pathologie, donc on va essayer de les aider. Qu'est-ce que cette pathologie entraîne sur les adaptations scolaires ? On va donc participer à l'élaboration des PAI, PAP, PPS. C'est pour ça que les enseignants à l'hôpital sortent régulièrement pour participer aux ESS. Et on va aussi beaucoup assurer le suivi des élèves au fil des années. Effectivement, on va avoir des élèves, ils vont peut-être avoir une forte hospitalisation à un moment, et puis ils vont revenir une semaine tous les 6 mois, 2 jours, comme on le disait, 2 jours par mois. Donc ça va être de suivre l'évolution, d'essayer de faire en sorte que cette scolarisation s'adapte au fur et à mesure de la pathologie, au fur et à mesure de ses avancées. Comme vous le disiez, on n'est pas figé dans le temps. Donc il s'agit de s'adapter constamment. Je vois notamment dans le service neurochir, il y a des élèves, ça fait pas loin de 10 ans qu'on les suit et qu'on va les voir régulièrement pour voir l'évolution au fil du temps et des années. Et également, et c'est là où on va aussi aider les familles, même si normalement ce sont les familles qui le mettent en place, mais on est plein de partenaires à aider les familles en ce sens, puisque c'est toujours compliqué, c'est la mise en place des assistantes pédagogiques à domicile. Donc en retour d'hospitalisation ou quand on n'est pas sur une scolarisation à temps plein,
On va demander du coup une aide pédagogique à domicile. Alors je suis bien d'accord, il y a une grande disparité aussi géographique, c'est-à-dire que certaines académies partent du principe qu'à partir du moment où l'enfant, l'élève met un pied dans l'école, même à mi-temps, il n'a pas besoin de services d'aide pédagogique à domicile. Alors ça, c'est vraiment à discuter, c'est en train aussi de bouger, c'est aussi une question de budget, mais on essaye de faire œuvrer notamment pour les drépanocytaires qui sont scolarisés à l'école à temps plein, mais qui en fonction des crises vont faire un retour à la maison, qui normalement n'ont pas le droit à cette aide. On est en train d'œuvrer pour que ce soit accepté. Et c'est en train de se faire. Et alors après, effectivement, il va falloir l'élargir à l'ensemble des besoins et des pathologies. Donc voilà tout ce qu'on peut proposer. On peut passer, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de souci. Alors, comment ça se passe concrètement au niveau de l'hôpital? Alors, c'est à peu près généralisable à l'ensemble des centres scolaires hospitaliers. On fonctionne tous plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que l'enseignant, quand il y a une hospitalisation, il va avoir un premier entretien avec les parents. Bien évidemment, cet entretien ne se fait qu'avec l'aval du poste de soins. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer les parents, avant de rencontrer le jeune, on reste dans un hôpital. Donc on va toujours aller prendre les informations au niveau du poste de soins, si c'est possible, s'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Ensuite, on va demander aux parents l'autorisation de contacter les établissements, puisque notre travail ne peut bien se faire que si nous sommes en lien avec les établissements de référence des enfants. Bien évidemment, on peut faire n'importe quel cours. Nous avons des enseignants qui peuvent faire n'importe quelle situation d'apprentissage. Sauf que notre vraie problématique, c'est de faire les cours qu'il manque pendant qu'il est hospitalisé. Et ça, on ne peut le faire que si on est en lien avec les établissements. Et là, par contre, je rejoins, même si je fais partie de la même maison qu'eux, on a énormément de difficultés, notamment avec le second degré, d'avoir des relations avec les CPE, les proviseurs adjoints, tout ce qu'on veut pour avoir les informations. Puisqu'on est beaucoup moins, c'est beaucoup plus gros et ils sont dans une multitude d'élèves par rapport au premier degré où ils vont avoir à charge 30 élèves. Dans le second degré, les enseignants peuvent avoir jusqu'à 100, 150 élèves à la semaine. Donc c'est vrai que là, c'est très compliqué d'avoir les informations. Mais si on n'a pas ces informations-là, on ne peut pas bien fonctionner. Et puis enfin, l'enseignant, il va coordonner la scolarité sur l'hôpital. Puisque on a de multiples intervenants. On n'oublie pas non plus tous les autres partenaires qui interagissent dans la journée d'un enfant. Les soins en priorité, mais on a aussi tout le monde associatif qui intervient. Donc il va falloir qu'on arrive à se glisser dedans et coordonner les différents enseignements, sachant que on fonctionne nous aussi avec l'association L'école à l'hôpital, qui nous est aussi fondamentale dans notre fonctionnement, puisque nous n'avons pas assez de ressources humaines pour donner tous les cours qu'il faudrait dispenser. Donc là, on a un vrai partenariat et on travaille vraiment ensemble. Voilà. Donc ça, c'est juste une typographie de l'ensemble de la répartition sur laquelle on est à l'hôpital Necker. Donc on est presque partout. Je dis presque, là où on ne se trouve pas, c'est en cardio et en soins continus. Mais par contre, les postes de soins ont pris l'habitude de nous appeler quand il y a des besoins, puisque c'est des besoins qui sont plus minimes. On est sur des instants d'hospitalisation qui ne sont pas propices forcément aux apprentissages. Donc on va nous appeler. Alors c'est vrai que là, je parle beaucoup pendant les temps d'hospitalisation. Ce qui nous échappe davantage, c'est les jeunes qui arrivent en consultation et que l'on ne voit pas. Effectivement, ceux qui ne sont en consultation, on ne les prend pas à charge. Ils viennent juste pour leur rendez-vous, ils s'en vont, ils reviennent. Il n'empêche qu'ils se trouvent confrontés quand même à des problèmes de scolarisation qu'ils rencontrent dans leur vie sociale, dans leur vie scolaire. Et nous, on n'est pas forcément alertés. Donc là, on a encore un gros travail à faire puisqu'on peut aussi nous appeler. Les médecins, notamment, c'est davantage les médecins qui nous appellent quand ils rencontrent avec les familles une situation scolaire difficile, certes d'un enfant qui n'est pas hospitalisé mais qui passe par l'hôpital. Et à ce moment-là, on peut intervenir et mettre en place un suivi et aussi être référent finalement ou personnel conseil. Parce qu'on n'est pas référent, il y a des enseignants référents qui sont là pour ça, mais conseil pour les établissements et pour les familles. Voilà. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Oui. Merci.
Merci. Oui, j'irais ça super bien quand les enfants sont à l'hôpital, comme vous venez de dire. Des enfants dans les maladies rares qui sont sans traitement, qui sont sans soins, parce que ça ne nécessite pas de réels soins, mais juste un repos et une position allongée, parfois pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Il n'y a personne pour s'en occuper. Ça va jusqu'au collège, on arrive à gérer, parce que ce sont en général des gamins débrouillards et intelligents. Donc avec le SAPAD, on arrive à se débrouiller. Quand on arrive au lycée, surtout si ce sont des filières scientifiques, là, il n'y a plus personne parce qu'en fait, le niveau scolaire en maths et en physique notamment, les gens du SAPAD n'ont pas les connaissances. Et donc, voilà, ils me disent, ce sont nos limites. Le CNED, ça ne fonctionne pas non plus. Quand il y a, voilà, on a des enfants, moi, je sais que le mien, voilà, c'est par crise. Quand il va bien, bah, la réponse, il lui faut une réponse dans les 3 minutes, entre guillemets. Il est en train de faire un exercice de maths ou de physique, il a besoin d'une réponse parce qu'il cale sur un truc. S'il a la réponse 15 jours après, c'est foutu. Moi, 15 jours après, le dossier il est déjà parti et lui, il est de nouveau en crise. Donc, il peut plus. Voilà. Et nous, quand on est en crise de douleur comme ça, il n'y a aucun traitement qui fonctionne, même la morphine ne fonctionne pas. Donc, on n'a pas de protocole de soins, on n'a pas de protocole de rien du tout. Et on se retrouve avec un ado de 16 à 17 ans, 16, 17, 18 ans, qui grandit, donc qui est en crise permanente, et qui est déscolarisé alors qu'il était surdoué, alors qu'il est surdoué. Et là, moi, le mien, il se retrouve sans bac, sans aucun bagage, parce que voilà, il y a aucune formation, il n'y a personne qui a pu m'aider. Il faut savoir quand même au niveau du SAPAD, ils sont censés avoir, alors je dis bien, ils sont censés pouvoir s'occuper de tous les élèves de toutes les filières. La problématique, on reste sur une problématique de recrutement. Effectivement, dans le SAPAD, qu'est-ce qui fonctionne? Ce sont des enseignants en activité bénévoles qui sont certes payés, mais il faut quand même faire la démarche de venir dispenser des prises en charge pédagogiques en plus de son temps de travail. Donc après, il faut œuvrer. Alors c'est vrai qu'au niveau des établissements scolaires, c'est ce pourquoi l'association. Non, ils viennent à la maison. Alors en fait, quand le SAPAD met du temps à se mettre en place, puisque parfois, suivant effectivement les départements, ça met du temps à se mettre en place, l'association à l'hôpital avec lesquelles on travaille en permanence et autour des mêmes enfants vont venir à la maison le temps qu'un SAPAD se mette en place, ou même si un SAPAD ne se met pas en place. C'est vraiment associatif et il faut savoir qu'ils ont l'agrément de l'éducation nationale. Et le plus souvent, en leur sein, ils ont des enseignants en activité ou à la retraite. Mais 90% de leurs bénévoles, qui sont bénévoles, sont des enseignants. Et on peut faire appel à eux. Alors par contre, ils ne sont pas présents partout, dans tous les départements. Ça, je suis d'accord. Mais... Ouais. Oui. Alors après, au niveau du SAPAD, si vous avez un accord de SAPAD, mais qu'il n'y a pas les profs ressources dans leur répertoire, hein, c'est ça, ne pas hésiter à solliciter les enseignants de l'établissement de votre enfant. Ah ouais, voilà. Parce que c'est ce qu'on essaie prioritairement pour éviter cette discontinuité des apprentissages. On va prioritairement demander aux enseignants des écoles où ils sont scolarisés avant de faire appel au panel des autres enseignants du répertoire. Mais c'est vrai qu'on est démunis comme vous. Les enseignants à l'heure actuelle, nous en province, en banlieue, certains n'arrivent même pas à donner le titre du chapitre qu'ils sont en train d'étudier. C'est déjà trop compliqué par mail pour eux. C'est ce qu'on disait, on rencontre les mêmes problèmes d'avoir les informations et des séances. Ouais. De déplacer auprès d'un enfant. Un interlocuteur qui est excellent dans le collège. C'est peu. Mais même au lycée, là, moi, quand j'étais directrice du centre scolaire de Bré, c'est vrai que les infirmières sont de très oui. Pardon. Les infirmières scolaires sont de très bons interlocuteurs. Parce que non, ouais. Ouais. Bon. Ok. Très bien, on va passer à la... Merci. Hein.